Bonjour Ali Lahlachi, merci d'avoir accepté l'invitation de la matinale de Média 1 TV. Vous êtes doyen de l'Institut des sciences politiques Mondiapolis. On va parler avec vous de Donald Trump, sa politique en général, et puis cette dernière décision particulièrement, celle qui a consisté à ordonner le retrait des États-Unis de 66 organisations internationales. Parmi ces organisations, la plupart, l'essentiel de ces organisations sont des organisations onusiennes. Ça veut dire qu'il y aura encore moins de contributions pour l'Organisation des Nations Unies qui va s'appauvrir, c'est le moins qu'on puisse dire, même si les États-Unis avaient le chéquier difficile ces derniers temps et qu'il y avait quand même déjà un trou dans la caisse. Qu'est-ce qu'on peut en dire, sachant que il y avait déjà eu un retrait des États-Unis de certaines organisations, je pense par exemple à l'UNESCO ou à l'accord de Paris sur le climat. Les États-Unis y étaient revenus avec Joe Biden, mais là ça y est, au retour en arrière avec Donald Trump. Qu'est-ce qu'on peut dire globalement de cette politique ? Bonjour, c'est Rachid. Oui, effectivement, aujourd'hui, avec la signature du président Trump de la sortie des États-Unis ou du retrait des États-Unis de 66 organisations internationales, c'est un événement mondial pour le multilatéralisme, étant donné que les États-Unis est l'un des fondateurs du multilatéralisme après la Seconde Guerre mondiale. Donc, et surtout je dirais que les agences ou les institutions internationales étaient un lieu où il y a eu le principe de la coopération et surtout de l'agenda, donc l'agenda des États-Unis qui se suppléait, qui arrivait à s'imposer au niveau des organisations internationales. Aujourd'hui, il faut voir que, vous l'avez bien cité, que les États-Unis en 2017, sous la direction, bien sûr, de l'administration de M. Trump, s'est retiré de l'accord de Paris en 2017 et puis ils sont revenus avec l'administration Biden et puis ils se sont retirés juste après les élections, donc en 2025. Et maintenant, c'est 66 organisations donc ou agences internationales. C'est un nombre énorme, étant donné que les États-Unis est comme j'ai dit, est l'un des fondateurs ou de ces institutions internationales après la Seconde Guerre mondiale. Mais quand on lit le communiqué de la Maison-Blanche, c'est clair, pour eux, les institutions dont il y a retrait sont des institutions qui s'inscrivent dans la redondance, qui s'inscrivent enfin, je dirais, dans l'intérêt contraire des États-Unis, et plus ils profitent pour d'autres, je dirais, pour d'autres pays ou pour d'autres puissances. Donc c'est un peu la justification ou l'argument qui est sorti par la Maison-Blanche, disons que ces institutions-là, au contraire, ils portent un coup à l'économie américaine, au budget américain, je disais même dans une phrase, au sang, à la sueur des Américains qui contribuent donc à ces institutions. Effectivement, les Américains contribuent largement à l'ensemble des institutions internationales. Maintenant, on peut dire que sur une lecture des relations internationales, et même d'une manière académique, on est en plein déclinaison du réalisme, de la théorie réaliste des relations internationales, une théorie qui est assez claire, étant donné qu'il y a trois théories aujourd'hui, celle qui est libérale ou constructiviste, et puis la théorie réaliste qui prend acte, c'est les intérêts d'un État, c'est la maximisation d'intérêts d'un État et surtout d'une puissance devant les autres pour ne pas qu'ils rentrent avec eux en compétition plus qu'en coopération. Oui. Le monde après. C'est la traduction, si vous voulez bien, c'est la traduction du slogan de Donald Trump, America First. Oui, tout à fait. C'est le slogan. C'est vraiment la traduction du président américain. D'abord l'Amérique et puis les autres. C'est normal pour lui. Même son programme électoral, son programme avant d'arriver au pouvoir, c'est les États-Unis en premier. Et il le traduit, que c'était soit par la taxation, soit par rapport même à l'immigration, par rapport aussi à la participation aux organisations internationales qu'il considère, dans certaines organisations, nuisent aux intérêts des Américains. Étant donné que si on parle par exemple de au-delà de l'accord de Paris, donc c'est l'agence qui règle ou la commission qui règle le climat ou les problèmes climatiques ou le réchauffement climatique, parmi les pays
qui sont ciblés par cette agence, ce sont les pays les plus industrialisés, à savoir les États-Unis et la Chine. Et donc, il faut faire une réduction de la production du GES, donc du gaz à effet de serre. Et pour cela, il faut donc réduire l'utilisation des hydrocarbures fossiles, c'est-à-dire de tout ce qui est énergie non renouvelable, de l'énergie que nous connaissons, de l'énergie qui vient des hydrocarbures. Et cela nuit par rapport aux États-Unis. Pour eux, ça nuit à l'industrie américaine. C'est-à-dire, c'est un frein, c'est un écueil pour que cette industrie reste en concurrence, étant donné s'ils réduisent leur production ou s'ils passent aux énergies renouvelables, ça va coûter plus cher au vu de l'investissement, étant donné que c'est un pays aussi producteur d'hydrocarbures et que ce n'est pas un pays qui s'inscrit dans cette, je dirais, dialectique du réchauffement climatique, puisqu'il y a enfin, il y a la théorie qui dit que ce réchauffement n'est pas réellement dû, ou bien la conséquence n'est pas aussi grave avec l'émission du gaz à effet de serre. Mais c'est complètement économique. Oui. C'est, Et, voilà. Ali Lahrichi, est-ce que, oui ou non, ces allers-retours finalement sur les accords internationaux, sur l'adhésion à des agences ou des organisations internationales, finalement, est-ce que ça ne remet pas en cause la signature de l'État américain, de l'État fédéral américain, et que ça devient finalement la signature d'une administration et non pas forcément de celle qui suit ou celle qui suit encore? Oui, tout à fait. Donc, c'est une forme, comme vous le dites, après, il y a un relais entre les administrations, une forme d'alternance. Il y a les démocrates qui arrivent, puis les républicains, parfois c'est deux mandats. Mais parce on a déjà vu ça avec l'accord de Paris. Mais maintenant, pour se retirer parfois de certaines, ou plutôt de revenir pour certaines organisations, c'est-à-dire la Convention pour le climat, il faut qu'il y ait l'accord des deux tiers du Sénat, ce que n'est pas facile. Mais en fait, le fait de se retirer ou de rester, ça démontre je dirais, de la force de l'organisation de la politique ou de l'organisation politique dans l'État fédéral américain, c'est-à-dire avec toutes les prérogatives qu'a un président aux États-Unis et qu'il peut déployer par rapport à la politique soit interne, soit surtout étrangère. Et là, on l'a vu, pas que ce soit c'est-à-dire enfin, je dirais l'adhésion ou la sortie ou le retrait d'organisations ou d'agences internationales, mais surtout pour la politique étrangère, il y a une ligne spéciale pour chaque président qui s'inscrit en général dans une forme de réalisme, mais parfois c'est un réalisme assez prononcé, et c'est celui donc de l'administration donc du président Trump. Oui, justement, le président Trump, dans sa politique globale, on vient d'en parler, concernant particulièrement l'environnement, lui, il a toujours considéré que voilà, c'était pas une priorité, loin de là. Il met la main sur le pétrole vénézuélien. Le Groenland l'intéresse. Il y a beaucoup d'hydrocarbures aussi dans ces terres du Groenland, finalement. Et il avait même, il y a quelques semaines ou quelques mois, parlé aussi des gisements dans les eaux internationales, ce qui avait été contesté par d'autres États, etc. Bref, est-ce que pour Donald Trump, sa vision, elle est plus business que politique? On peut dire économique et politique, les deux. Parce que, vous savez, la théorie réaliste ou le réalisme dans les relations internationales, c'est la poursuite d'intérêts, d'abord personnels, politiques et économiques. Et c'est ce qui se traduit dans la politique de Monsieur Trump avec tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit pour le Groenland ou que ce soit, c'est la politique mais une politique qui travaille l'intérêt économique l'intérêt ou du business, si vous voulez, l'intérêt économique des États-Unis. Donc, et, et je dirais l'échiquier politique ou l'échiquier international, il est toujours soumis au jeu des puissances.
avec le nouvel ordre mondial qui bascule du multilatéralisme, si vous voulez, ou de la bipolarité vers une forme d'unipolarité. Aujourd'hui, est-ce que c'est un retour à l'unipolarité, une forme de bipolarité économique entre la Chine et les États-Unis, et chacun cherche ses intérêts selon les instruments de puissance qu'il possède. Et ça a toujours été ainsi, et ce sera toujours ainsi. Ce sera toujours les puissances, quelles qu'elles soient, qui vont essayer de définir le champ du jeu selon leurs intérêts. Et ça, c'est une règle des relations internationales depuis Hobbes qui parlait d'un monde anarchique et qu'il n'y a pas réellement de règles juridiques ou d'institutions supranationales qui peuvent dicter ou exécuter cette violence légitime comme c'est à l'intérieur d'un État. Mais dans le champ international, c'est plus qu'on a de la puissance, plus que notre voix est écoutée et entendue, plus que notre action, elle peut passer au-delà de toutes les normes parfois du droit ou de la règle internationale. C'est la puissance, c'est l'expression, et tous les pays jouent ce jeu-là, et selon l'instrument de la puissance où ils en sont, ou qu'ils possèdent, qu'ils peuvent le décliner selon leurs intérêts. Oui, mais cette politique de Donald Trump ne risque-t-elle pas de se retourner contre les États-Unis, dans le sens où la plupart des autres pays à travers la planète, et je pense particulièrement aux grandes puissances, sont en train d'opérer cette transition énergétique, voilà, même si, voilà, je vois hein, que vous hochez un petit peu de la tête, mais je pense à la Chine avec les voitures électriques, par exemple. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais c'est quand même un chemin assez important. Les voitures électriques chinoises qui sont en train littéralement d'envahir le monde. Et in fine, est-ce que c'est pas voilà, c'est cette politique-là lié à la transition énergétique qui va dominer et non plus les productions de voitures thermiques, par exemple, et autres produits directement liés aux hydrocarbures. Vous savez, depuis une trentaine d'années, on parle qu'il faut passer de l'énergie fossile à l'énergie, c'est-à-dire propre, à l'énergie renouvelable. Et les taux, c'était presque 80%, ou même 90-10%. Aujourd'hui, on est à l'ordre de 85 ou 80-20%. Mais les 80%, la production s'est multipliée par 3 ou par 4, quelle que soit la puissance. C'est-à-dire le besoin aujourd'hui de la productivité dans tous les pays, sur tous les pays, c'est-à-dire industrialisés. Si on pense à la Chine, aux États-Unis, après les autres qui arrivent, l'Union européenne, ou enfin les pays de l'Union européenne ou d'autres pays, la production ou le besoin en énergie fossile a augmenté, même si le taux s'est réduit, et on parle que d'ici 2040 ou 2035, on arrive à 70-30% avec une forme de mix énergétique, parce que euh, le passage à l'énergie renouvelable est très difficile et très coûteux. Il faut le faire parce qu'il y a un problème. Il y a un réchauffement climatique. Il faut pas qu'on dépasse les 2 degrés. On est déjà d'ici 2050, on est déjà dans le 1,5, et même si on a travaillé un peu sur le réchauffement, on a trouvé qu'en 10 ans, l'augmentation a dépassé celle qui était prévue 30 ans, enfin, c'est-à-dire 30 ans en devenir. Donc, ce qui nous montre que, oui, il y a l'accord de Paris, il y a des engagements, mais passer à la voiture électrique, oui, en Chine, mais les Américains aussi le font, le faisaient avec Tesla. Euh, mais le besoin industriel, malheureusement, recourt toujours à l'industrie enfin, à l'énergie qui est moins chère et plus ou moins la plus accessible aujourd'hui. Donc, c'est vrai, la réalité des choses, il faut que d'ici d'ailleurs le programme 2050, on soit presque à une énergie propre. Mais est-ce que c'est possible? C'est ça la grande question. Est-ce que les puissances même s'ils essayent de mixer vers l'énergie propre, peuvent réellement se passer de l'énergie fossile? On parle même de charbon aujourd'hui, même le président en a parlé, il disait qu'il est tellement propre. C'est le besoin. Et on a vu d'ailleurs, on a vu après la crise russo-ukrainienne,
quels étaient les défis de l'énergie, quels étaient les défis de l'énergie dans la géopolitique de l'Europe, et tant le besoin qu'ont certains pays européens par rapport à l'énergie qui venait de la Russie. Donc l'enjeu il est très difficile. Ce n'est pas vraiment un pays, enfin une puissance qui va se retirer. Effectivement, il va se retirer. Ça va peser lourdement sur ces agences-là. Surtout, je pense au climat. Et bien sûr, il y a les agences, d'autres agences. On va parler de l'UNESCO, des droits de l'homme, d'égalité. Ça va peser d'une part parce qu'il contribue à ces agences. Et d'autre part, c'est une puissance quand même et qui a des alliés, et je dirais pas qui dépendent, mais qui sont des alliés avec les Américains. Donc, l'équation elle est très difficile, mais sincèrement, le réchauffement climatique, il faut faire pour que cela n'arrive pas je dirais, l'extinction de la Terre, étant donné si on dépasse vraiment de 2 degrés le seuil que nous avons aujourd'hui, ça va être très dangereux. On voit déjà les changements climatiques, mais est-ce que ces pays-là, est-ce que ces puissances-là peuvent réellement le faire devant l'intérêt non pas seulement économique, mais l'intérêt du jeu des puissances, de l'équilibre des puissances et de l'hégémonie, enfin ce qu'on appelle l'hégémon des puissances des uns envers les autres. Oui. Revenons au retrait des organisations et des agences internationales, si vous le voulez bien. Est-ce que, selon vous, avec ce retrait, ça met l'Organisation des Nations Unies encore plus en difficulté qu'elle ne l'est déjà, puisque il y a la semaine dernière, l'ONU a annoncé une réduction de 20% de ses effectifs. Ça représente plusieurs milliers de ses employés, faute d'argent, parce qu'il manque effectivement à peu près 300 millions de dollars dans les caisses de l'Organisation des Nations Unies. Avec ce retrait américain qui dit pas d'adhésion, dit pas de contribution, donc moins d'argent, ça veut dire que la voilure, il va falloir encore la diminuer? Oui, oui, tout à fait. C'est le jeu des institutions internationales, enfin, les Nations Unies a un rôle très important. C'est la paix et la sécurité et tous les objectifs donc enfin les ODD de développement durable dans le climat. Aujourd'hui, le retrait des États-Unis de plusieurs agences et de plusieurs institutions internationales, bien sûr que ça va peser encore sur les Nations Unies vous l'avez très bien dit, il y a eu, je pense, vous avez parlé de milliers de personnes ou des dizaines de milliers de personnes qui ne sont plus à cause de la rareté des contributions ou de la rareté du budget de l'institution. Et tout en sachant que les États-Unis est l'un des pays ou des États qui contribuent le plus aux Nations Unies, aux agences. Aujourd'hui, ce retrait-là va peser encore très lourd sur l'institution des Nations Unies et aussi sur le devenir je dirais, des relations internationales dans un jeu avec des organismes internationaux, c'est-à-dire étatiques, interétatiques, qui sont les Nations Unies. Ouais. Est-ce que ça signifie aussi que pour des grandes questions comme les droits de l'homme, par exemple, ou comme la lutte contre la malnutrition, contre la faim, parfois, etc., bref, est-ce que ça signifie qu'il va y avoir un recul de ce point de vue, ou alors il va falloir compter sur la générosité des États sans que ce soit forcément une contribution générale? Euh, Malheureusement, oui, il va y avoir un recul. Vous savez, on peut faire on peut s'occuper surtout vous avez parlé de la faim et puis des problèmes de la faim, des maladies évitables pour les enfants. Il faut avoir de l'argent, il faut avoir un budget pour ça. Et aujourd'hui, qui chapeaute cela, ce sont les Nations Unies avec ces différentes agences. S'ils n'ont pas les moyens, il va y avoir un recul. Et puis, il y a une crise économique un peu partout dans les pays du monde. C'est les pays développés. Comment peuvent-ils ou vont-ils encore contribuer ou comment vont-ils contribuer pour répondre à ces problématiques qui sont des défis enfin, des défis de qui font partie des défis de ce 21e siècle. Il faut dire aussi que les États-Unis, ils ont suspect l'USAID, donc qui est énorme, qui allait dans ce sens-là, parce qu'ils trouvent que parfois leur argent était mal utilisé par les institutions ou par certaines administrations, c'est-à-dire à qui ils confiaient cet argent. Donc ça va peser très lourd, effectivement, par rapport à cette forme
de l'aide qui a toujours été apportée ou qui a été apportée ou chapeautée par les organismes des institutions internationales, c'est-à-dire des Nations Unies. Oui, et retrait aussi de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Pour vous, quelles conséquences? Les mêmes que pour les autres organisations ou c'est encore plus délicat? D'abord, c'est la question d'argent. Le retrait, c'était la contribution des Américains et ça a vraiment pesé très lourd sur l'OMS. Avec la crise Covid, lorsque les Américains se sont retirés de l'OMS, ils ont considéré que eux, ils contribuent et que l'OMS ne faisait pas. Ils étaient plus je sais pas, infiltrés, mais étaient sous les mains ou sous le jeu d'autres puissances, donc ils n'avaient pas à contribuer et qu'ils ne faisaient pas bien leur travail. Donc, deux conséquences. La première conséquence, c'est que l'OMS a souffert, c'est-à-dire sur le plan de budget, financièrement, après le retrait des Américains. La deuxième conséquence, c'est d'autres acteurs qui aujourd'hui, dans les autres institutions, vont avoir plus de place étant donné que dans le jeu de la coopération internationale ou des institutions ou de l'agenda international, c'est dans certains, quand on joue le jeu de la coopération ou le jeu du libéralisme, c'est à l'intérieur de ces institutions-là qu'on peut être influent et exercer une forme de, je dirais, de soft power ou d'influence d'un État. Donc la sortie des États-Unis, ça peut impacter d'abord pour ses intérêts, étant donné qu'il n'est pas présent, donc il y a d'autres qui vont diriger, mais aussi économiquement sur ces institutions-là. Merci beaucoup Ali Lahrachi, doyen de l'Institut des sciences politiques Mondiapolis, d'avoir été en direct avec nous dans cette édition matinale. Excellente journée à vous.